Depuis ce matin, la Syrie célèbre donc la chute du régime syrien, celui de Bachar al-Assad, il y a un an exactement, ce 8 décembre 2024. Une coalition de rebelles lançait une offensive éclair sur le pays et parvenait à chasser du pouvoir le dictateur syrien qui dirigeait depuis 24 ans. Contraint de s'exiler, on le sait, à Moscou et de laisser son fauteuil à l'ancien djihadiste Ahmed al-Shareh. Après les prières du matin à la mosquée des Omeyyades tout à l'heure, le nouvel homme fort de Damas a appelé les Syriens à unir leurs efforts pour bâtir une Syrie forte. Ce sont ces mots employés un an après. Ce pays qui, après une première année de transition agitée, tente évidemment d'avancer malgré des difficultés qui persistent. On va y revenir avec vous, Ziad Alissa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ONG de santé et solidarité internationale MEAD. Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur. La Syrie et surtout aussi votre pays, votre terre natale que vous avez fui il y a 25 ans. Alors, on se souvient, il y a un an, beaucoup de Syriens ont transité par votre place. À tous, on leur demandait que vous font ces images. Je vous propose de regarder de nouveau ces séquences. Ce sont les images emblématiques de la chute du régime de Bachar al-Assad, des images que l'on connaît bien, l'entrée de ceux qu'on appelait à l'époque les rebelles dans la capitale, ce qui avait été impensable, quelques semaines, quelques jours avant cela. Et puis il y avait cet homme, Ahmed al-Shara, qui se présentait. On se souvient de son discours fort, des portraits de Bachar al-Assad brûlés. Et voilà cette séquence, notamment dans la mosquée des Omeyyades, Ahmed al-Shara qui prononçait ses premiers mots en public. On voit ces caméras qui le filment. Et là, c'est à l'intérieur du palais présidentiel. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images qui, à l'époque, chez les Syriens, provoquaient beaucoup de joie? Oui. Est-ce que c'est toujours ce sentiment qui est présent en vous? Bonjour, merci pour l'invitation. C'est vrai que on n'a jamais imaginé un jour que le régime d'Assad va chuter. Et ce jour-là, il y a un an, on a attendu, je pense que les Syriens ils n'ont pas dormi cette nuit-là, en attendant qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde a peur, mais en même temps, on avait un grand espoir. Et avec la rentrée de Damas et la chute de ce régime-là, c'était vraiment un sentiment de joie chez tous les Syriens. Ce joie-là, mais en même temps, il y avait une grande inquiétude pour les Syriens pour le jour d'après, pour l'avenir de la Syrie. Là, un an après, on voit que la Syrie est beaucoup mieux. On voit que les Syriens sont vraiment contents de la nouvelle Syrie, que beaucoup de Syriens ils ont envie de participer à la construction de la nouvelle Syrie, malgré plusieurs défis qu'on a quand même rencontrés. Moi, j'ai fait 5 allers-retours cette année-là après le chute de Bachar al-Assad. Et il y a plein de choses à faire. Je pense que libérer la Syrie et libérer Damas, c'était une première étape. Mais après, il y a plusieurs étapes. Et il y a un grand route que les Syriens vont transverser pour arriver à une Syrie forte et une Syrie moderne. Ça, c'est l'appel qui a été lancé ce matin par Ahmed al-Shara, de nouveau depuis la mosquée des Omeyyades, parce qu'il y a eu des prières pour commencer à célébrer cette journée qui va être teintée, marquée par comme ça de nombreux rassemblements. Je ne sais pas si on a les images de cette place emblématique à Damas, où les Syriens s'étaient spontanément rassemblés il y a un an. C'est le cas de nouveau aujourd'hui. Si on ne datait pas les images, on serait dans la quasi-impossibilité de dire si c'est d'aujourd'hui ou d'hier finalement. C'est vrai que on a vu quand même presque des centaines de milliers, si on va dire peut-être 1 million à Damas ou à Hama ou dans toutes les villes de la Syrie, et on voit tous les Syriens qui sont dans la rue. Et si on va comparer simplement maintenant avec ce qui se passait avant, on voit quand même que c'est spontanément que tous les Syriens sont sortis dans les rues de la Syrie. Les Syriens, je pense jusqu'à maintenant, ça fait 1 an de chute de régime, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas quand même réalisé que c'est vrai. Jusqu'à maintenant, les Syriens, ils disent, est-ce que vraiment on a arrivé à changer la Syrie? Et on a vu quand même, si on suit toutes ces manifestations de Syriens dans toutes les villes de la Syrie, il y a un grand joie chez les Syriens. Il y a beaucoup de Syriens qui l'ont rentré en Syrie spécialement cette semaine-là pour célébrer ce journée en Syrie. Sachant que même ici en France, tous les diasporas syriens, ça fait 1 semaine dans plusieurs villes françaises qu'ils sont en train de fêter quand même cette victoire de la Syrie. Ce week-end, le diaspora syrien ici à Paris, ils ont fait une grande fête pour la célébration de ce jour-là. Et dans toutes les villes européennes et autour du monde, on voit quand même les Syriens participent à cette journée-là. Vous venez d'évoquer en introduction l'un des
premier changement qui est palpable, c'est la possibilité de retourner en Syrie pour ceux qui l'avaient fui. Vous l'avez quitté il y a 25 ans, mais par le biais de l'ONG, vous aviez pu retourner comme ça à plusieurs reprises dans le pays, peut-être pas partout. Il y a 1 million de Syriens qui ont pu rentrer dans leur pays par choix. Ça, c'est évidemment considérable. Il reste encore de très nombreux Syriens qui s'étaient exilés à l'étranger, qui sont toujours dans une attente, une incertitude. C'est vrai que même, parmi quand même la grande chose quand même positive que les Syriens peuvent rentrer chez eux. Il faut quand même qu'on sache que ces dernières 15 ans, il y a des millions de Syriens qui l'ont quitté la Syrie. Si on parle simplement des pays limitrophes de la Syrie, la Turquie ou la Jordanie ou le Liban ou même le côté irakien, il y a à peu près 4-5 millions autour de la Syrie. Il y a 1 million qui ont venu vers l'Europe en gros. Donc ces Syriens qui étaient quand même exilés et qui ne peuvent pas rentrer en Syrie, là, ils peuvent rentrer en Syrie. Sachant que même avant ces 15 ans, il y a beaucoup de Syriens qui sont interdits de rentrer en Syrie. Et ces Syriens qui l'ont interdit de rentrer en Syrie, là maintenant, ils ont la possibilité de retourner en Syrie. Pour autant, ils ne le font pas forcément. Il y en a qui ont encore cette peur en eux. Il y a beaucoup des Syriens qui l'ont peur. Je pense qu'il faut faire la première pas pour retourner. Il y a un grand changement. Nous, par exemple, moi, personnellement, c'est vrai qu'à travers de l'association, pendant 15 ans, on a fait l'aller-retour. Moi, j'ai fait après 50 allers-retours en Syrie. Mais c'était dans les zones libérées de la Syrie. C'était dans les zones non contrôlées par Damas. Là, maintenant, la différence, que depuis 1 an, moi, je peux aller à Damas, je peux aller à Alep, ma ville natale, je peux aller dans toutes les villes de la Syrie. Donc c'est ça là, le changement maintenant, qu'on peut rentrer. Il y a des Syriens qui ont eu le choix de rentrer définitivement en Syrie. Il y a des Syriens qui sont en train de faire l'aller-retour. Moi, je pense que la Syrie, il a besoin de tous les Syriens, partout dans le monde, pour participer à la construction de la Syrie. Il y a beaucoup de Syriens, beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels en dehors de la Syrie. Et là maintenant, c'est leur rôle de retourner et participer et aider leur peuple là-bas sur place en Syrie. Beaucoup de Syriens qui sont tentés évidemment de rentrer dans leur pays. Ceux qui n'avaient jamais quitté ce pays, je crois que vous avez vos proches notamment, Oui, que vous avez oui. pu retrouver pour certains. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, cela? C'est vrai que lorsqu'on a, au début, on a beaucoup de proches en Syrie qu'on ne peut pas le voir. Moi, par exemple, lorsque je faisais l'aller-retour, j'arrive à quelques kilomètres de ma sœur, mais je ne peux pas la voir. La même chose pour tous les Syriens qui ne peuvent pas aller dans les zones contrôlées par Damas. Ces Syriens qui l'ont resté en Syrie, ils l'ont resté quand même. Il faut quand même qu'on sache que sortir de la Syrie, c'était pas facile pour tout le monde. Il y a beaucoup de Syriens qui n'ont pas pu quitter la Syrie, soit parce qu'ils l'ont interdit de quitter la Syrie, soit parce qu'ils n'ont pas de passeport pour quitter la Syrie, soit si on parle même de ces gens qui fuyaient la guerre, qui fuyaient les bombardements des villes, on sait qu'il y a des quartiers très pauvres, des villes très pauvres qui n'ont pas pu quitter la Syrie. Ces Syriens qui étaient à l'intérieur de la Syrie, moi je les considérais comme des otages. Ils étaient des otages de ce régime-là. Ils ne peuvent pas quitter la Syrie. Les conditions de vie étaient vraiment très difficiles pour eux. Et malgré ça, ils l'ont supporté toutes ces années-là. Donc c'était un grand joie quand même, les Syriens qui l'ont retourné, qu'ils retrouvent les Syriens là-bas. Nous, par exemple, dans le domaine médical, on a rencontré des collègues médecins en Syrie. Ces collègues qui restaient en Syrie, ils ont quand même servi tous les peuples syriens qui n'ont pas arrivé à quitter la Syrie. Il faut qu'on sache quand même que la Syrie est après 22 millions. Moi, je répète toujours, s'il y a 10 millions qui l'ont sorti, il reste là-bas 12 millions de Syriens qui vivent dans des conditions misérables. Donc, les collègues qui restaient là-bas, ils avaient quand même un rôle très important. Nous, ce qu'on a essayé de faire à travers notre association, de travailler de nouveau avec les collègues syriens pour qu'on travaille ensemble, main en main, pour construire une nouvelle Syrie. On a fait un congrès fin octobre. Ce congrès-là qu'on a fait médical à Damas, il y avait à peu près 2000 collègues syriens entre internes et médecins qui ont participé au congrès. Donc, à travers de ce congrès-là, par exemple, on a quand même lié le lien avec nos collègues syriens et on a mis plusieurs protocoles ensemble pour qu'on arrive à travailler ensemble pour améliorer, par exemple, la santé en Syrie. Un mot de la santé, justement, parce que c'est évidemment votre domaine. L'Organisation mondiale de la santé relève que seuls 20% des besoins du cluster santé, qui sont évalués à 565 millions de dollars, ont été reçus en 2025. Il y a seulement 60% des hôpitaux ou un quart des centres de soins primaires du pays qui sont opérationnels à l'heure où l'on se parle. Ça fait partie des immenses défis qu'il faut relever.
C'est vrai que le domaine de la santé, moi j'étais choqué que pendant 15 ans, par exemple, nous on a des centres médicaux et les hôpitaux qu'on soutient dans le nord de la Syrie, le nord-est, le nord-ouest de la Syrie. Et lorsqu'on a rentré en Syrie, on a vu quand même qu'il y a un grand écart entre les centres, les hôpitaux soutenus par les ONG pendant ces dernières années et les centres qui étaient normalement censés être suivis par Damas. On a vu quand même un manque énorme. Par exemple, il y a beaucoup de cuveuses qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas assez de places en réanimation, il n'y a pas assez de ventilateurs qui fonctionnent. C'est quoi? C'est l'ancien régime qui ne jouait pas son rôle, c'est ça? Oui, moi je pense que l'ancien régime, il donnait pas quand même priorité à la santé en Syrie. Surtout, on parle là maintenant de système de santé public. Bon, il y a un privé super privé, mais le super privé en Syrie, il y a 10% des Syriens, je pense. C'est une minorité évidemment de Syriens qui n'ont pas les moyens de se payer ces C'est très minorité qui peuvent payer là-bas. Et la majorité des Syriens comptent sur le public. Et au public, on a vu quand même un manque énorme. Il y a un manque énorme pour se soigner. Par exemple, les malades qui ont besoin d'une chimiothérapie, ils ne trouvent pas leur chimiothérapie. 80% des malades de cancer, ils ne trouvent pas un traitement en Syrie. Pour la chimiothérapie, pour la radiothérapie, par exemple. La radiothérapie, la Syrie, elle est, par exemple, la grande ville du nord de la Syrie, il n'y a pas de centre de radiothérapie. Il faut aller à Damas pour avoir ces séances-là. Donc, il y a un manque énorme. Et le problème maintenant, si on va dire que la guerre est finie en Syrie, on va arrêter l'aide internationale et il faut quand même que les Syriens poursuivent eux-mêmes tous les domaines de la Syrie, y compris la santé. Je pense que là, on fait une erreur parce que jusqu'à maintenant, il y a des besoins énormes dans le domaine de la santé. Nous, les ONG, tous les ONG continuent à travailler. On a besoin de continuer à travailler, bien sûr, main en main avec le ministère de la Santé. Et lorsqu'on est parti là-bas, on a rencontré les responsables du ministère de la Santé pour qu'on travaille ensemble pour l'avenir médical de la Syrie. Vous allez nous dire dans quelques instants quel lien vous avez réussi à établir avec cette nouvelle autorité. On va d'abord s'y intéresser. Un an après la chute d'Assad, évidemment, la Syrie tente de se reconstruire sur les ruines d'un conflit qui aura quand même duré plus de 13 années. Une transition fragile sous la direction d'un homme, Ahmed al-Shara, ex-chef rebelle devenu président intérimaire. Depuis un an, l'ex-chef de guerre djihadiste mène une opération séduction aux 4 coins du monde. L'objectif affiché, protéger son pays aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Regardez. C'était il y a un an, le dictateur syrien Bachar al-Assad était renversé par une coalition islamiste menée par Ahmed al-Shara. L'ancien djihadiste enfile alors le costume de président intérimaire et promet un gouvernement pour tous les Syriens. Je suis ici aujourd'hui pour ouvrir ensemble un nouveau chapitre de l'histoire de notre cher pays. Vétéran de la guerre contre les Américains en Irak, Ahmed al-Shara a d'abord été lié au chef de l'État islamique al-Baghdadi, puis à Al-Qaïda avant de prendre ses distances avec le groupe terroriste. Lorsque la guerre en Syrie fait rage, le leader islamiste devient le maître de la région d'Idlib dans le nord du pays. Ces hommes sont accusés de commettre des exactions et des crimes de guerre. Mais depuis qu'il a pris la tête du pays, Ahmed al-Shara soigne son image et multiplie les rencontres diplomatiques. La guerre est terminée en tant que telle, mais en réalité, il y a une autre guerre, c'est la reconstruction économique. C'est un défi. Et ça demande des sommes colossales qu'il ne peut pas obtenir s'il n'a pas le soutien de la communauté internationale. Longtemps placé sur la liste noire du FBI, Ahmed al-Shara est devenu le 10 novembre dernier le premier chef d'État syrien à être reçu à la Maison-Blanche. Il a obtenu la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Voilà, quelle évolution en une année seulement. On est en direct avec Dana Albos, qui est notre correspondante à Damas. Bonjour Dana, vous intervenez donc depuis la capitale syrienne. Vous êtes non loin de la place des Omeyyades, où il y a beaucoup de monde qui se réunit spontanément encore un an après. On évoquait le parcours d'Ahmed al-Shara, comment il a été pointé du doigt, banni, et puis reçu il y a quelques semaines encore à la Maison-Blanche par Donald Trump, qui dit qu'il fait du très bon travail. Il reste malgré tout aux yeux des Syriens aujourd'hui de très grands défis à relever.
Malgré les défis aujourd'hui, il y a des milliers de Syriens, des dizaines de milliers qu'on voit aujourd'hui sur la place des Omeyyades, qu'on voit autour de moi pour célébrer en fait l'anniversaire de la première anniversaire de la chute du régime. On voit des femmes, des enfants qui ont dessiné le drapeau syrien sur leur visage avec les drapeaux syriens et ils ont envie en fait d'envoyer aussi un message d'espoir et de dire qu'aujourd'hui peut-être ils espèrent avoir un meilleur avenir dans la nouvelle Syrie, dans un pays dévasté après plus de 13 années de guerre. Aujourd'hui, les Syriens sont venus pour fêter ce jour, mais pour aussi renvoyer un message d'espoir pour la société, pour la nouvelle Syrie, malgré les défis de tous les jours. Il y a quelques mois, par exemple, les Syriens qui étaient là, ils ont fêté en fait la décision de la levée des sanctions économiques prises par l'Occident. Mais en fait, malgré cette décision, aujourd'hui, la réalité économique, la situation économique reste difficile pour les Syriens. Les conséquences de cette levée, on peut dire, ne sont pas encore palpables pour le quotidien des Syriens qui sont un peu dans la galère quand même pour payer de l'électricité, pour aussi acheter du pain et pour reconstruire leur maison. Dana, on va regarder tout de suite un reportage que vous avez tourné à l'occasion donc de ce premier anniversaire, celui qui concerne évidemment les prisonniers, parce que l'un des symboles au moment de la libération du pays, du joug du régime de Bachar al-Assad, ça a été la réouverture évidemment des prisons, ces milliers de Syriens qui s'empressaient à la recherche de proches portés disparus, certains depuis des dizaines et des dizaines de décennies. Vous avez rencontré plusieurs d'entre eux, certains qui devaient mourir ce jour-là, il y a un an, et qui ont réussi à sortir. Pour quelle vie maintenant? Voyez ce document tout de suite, regardez. Homs, l'un des berceaux de la révolution syrienne, a payé cher le prix de son engagement contre le régime Assad. Ici, à Bab al-Amr, Khaled vit au milieu des ruines sous une tente. Enfermé pendant 13 ans, il devait être exécuté le 8 décembre dernier. C'était très difficile de reprendre contact avec la société quand je suis sorti de prison. Honnêtement, je n'ai retrouvé personne ici. J'ai essayé de contacter ma femme, mais elle n'a pas voulu de moi. Et la plupart de mes amis étaient à l'étranger. Traumatisé, Khaled n'arrive plus à vivre entre quatre murs. Voilà mes affaires. Il y a du thé, du café. C'est là que je dors. C'est ça ma vie. Je ne supporte plus les murs en ciment après plus de 13 ans en prison. Honnêtement, je me sens mieux dans une tente. Comme Khaled, des centaines de milliers de Syriens ont été emprisonnés dans les geôles de la dictature. Aujourd'hui, des initiatives pour leur venir en aide émergent, comme ici à Damas, où cette association démarre tout juste un programme de santé mentale. On était tous dans la même prison. Lui, il était avec moi, eux aussi, et c'est lui qui m'a ouvert la porte. Ces anciens détenus de Sednaya ont été libérés il y a un an, le jour de la chute du régime. Ils viennent pour leur première séance de soutien psychologique. As-tu des antécédents médicaux? Ça m'arrive d'avoir des spasmes. As-tu des pensées morbides? Je suis déjà mort. Je suis mort à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il reste de ma vie? C'est une réaction normale à la situation exceptionnellement difficile qu'ils ont vécue. Nous faisons ce que nous pouvons pour les aider à réintégrer la société, travailler et avoir des relations sociales là où ils vivent. Alors que le pays tourne la page de la dictature des Assad, les anciens prisonniers se cherchent un avenir dans la nouvelle Syrie. Voilà, on est toujours avec vous, Dana, vous qui avez rencontré ces hommes au parcours extrêmement difficile et peut-être encore plus aujourd'hui finalement. Hein. Comment se reconstruire dans ce nouveau pays?
La joie n'est pas partagée par tous les Syriens, bien sûr. Il y a encore des familles de disparus qui cherchent leurs proches, les prisonniers, les ex-détenus qui ont sorti de la prison. Il y a encore beaucoup de besoins pour ces personnes. On parle aujourd'hui des besoins qui concernent leur santé mentale, comme on l'a évoqué dans le reportage. Il y a aussi des besoins pour la reconstruction de leur maison. On parle aussi des déplacés qui étaient dans le nord ou qui étaient aussi dans les pays voisins, les réfugiés qui retournent en Syrie, mais retournent où? C'est la question en fait qui se pose depuis un an. La reconstruction est un énorme chantier aussi aujourd'hui pour les Syriens. La destruction dans le pays est énorme. Dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de Damas, on peut voir la destruction vraiment à grande échelle. Donc pour les Syriens aujourd'hui, il y a plusieurs priorités. Il y a bien évidemment la priorité sécuritaire pour une stabilité sécuritaire, mais ça reste prioritaire pour les Syriens d'aujourd'hui, c'est d'avoir une vie stable, d'avoir aussi une vie meilleure et avoir un logement et aussi des besoins, les premiers besoins d'aujourd'hui, l'électricité, l'eau et aussi la nourriture. Merci beaucoup Dana Alboz en direct de Damas qui restera mobilisé pour nous tout au long de cette journée. Ziad Alissa, on parlait à l'instant de santé mentale, de l'impact du traumatisme. Ça, c'est une grosse réalité aujourd'hui, un an après. Oui, c'est vrai, c'est une grosse réalité. On parle des victimes qui étaient dans le prison et de leurs proches aussi. Donc c'est vrai que ce côté-là, côté santé mentale, côté état psychologique de ces gens qui sortaient de prison, nécessite quand même un prise en charge très particulier, sachant que les prisons syriennes, malheureusement, c'est pas comme dans tous les prisons autour du monde. On sait quand même que ce prison-là est le grand prison de Sidnaya. Il y a quand même des tortures de Moyen Âge. Il y a des exécutions tous les jours. Il y a quand même des femmes, des hommes, des enfants dans ces prisons-là. Et libérer les prisonniers, on sait que c'est pas la fin, c'est le début. Ils ont besoin d'une prise en charge particulier. C'est pour ça les ONG, ils ont quand même travaillé main en main avec le ministère de la Santé pour les centres de prise en charge psychologique pour ces prisonniers-là. Et je pense que c'est très important. Et il y a même des centres qui proposent la prise en charge pour eux et pour leur famille. Ça fait 2 fois que vous me parlez de votre relation avec le ministère de la Santé syrien. C'est quoi l'état de vos liens aujourd'hui? Ça se passe bien? Alors, la première visite, lorsqu'on est rentré à Damas, bien sûr, vu quand même qu'on est des médecins, qu'on travaille dans le domaine médical. Et qu'il y a de grands besoins. Il y a un grand besoin. Donc, la première chose, on a cherché d'aller rencontrer le ministère de la Santé. On a rencontré le premier ministère de la Santé, qui a été changé après, et on a rencontré le deuxième ministère de la Santé. Et dès le début, les ONG qui travaillaient dans les zones non contrôlées par Damas, dans le nord de la Syrie libre, là, on a vu quand même un grand défi parce qu'on a plusieurs villes syriennes en même temps que l'on a besoin. Donc c'est pour ça qu'on a mis des protocoles et on a contacté le ministère de la Santé que là maintenant il y a un vice-ministre de la Santé spécial pour les relations internationales et c'est avec lui que tous les ONG, y compris nous, qu'on travaille main en main pour la prise en charge des patients en Syrie et pour qu'on cherche, la première chose qu'on a cherché, c'est quoi les priorités? C'est quoi les priorités et où? Et c'est comme ça qu'on a établi ce lien avec le ministère de la Santé syrien pour qu'on travaille dans le domaine de la santé. Pour bien se coordonner, on imagine que c'est évidemment pas chose facile parce qu'à l'heure où l'on se parle, tout est encore très fragile, très précaire. Je vois que vous arborez fièrement ce pins à votre veste, le drapeau syrien à 3 étoiles. Comment est-ce qu'il faut le voir? C'est un signe d'espoir. Vous avez quitté votre pays il y a 25 ans. Vous envisagez d'y retourner pour vous y installer ou pas? C'est vrai que c'était un rêve. C'était un rêve qu'un jour on rentre en Syrie. Moi, je suis en France depuis 1999. Et lorsque j'ai fini mes études ici, j'ai commencé à me préparer pour rentrer. C'était en 2010 qu'on se prépare avec ma femme, chirurgien dentiste, de rentrer, de s'installer en Syrie. On a acheté un bien là-bas, on a commencé à préparer le cabinet. Et d'un seul coup, en 2011, la révolution syrienne, ça éclate. Et dès le début, j'ai trouvé quand même que j'ai un devoir à faire envers mon pays. Donc c'est pour ça que je suis engagé dans l'humanitaire et on a commencé à faire l'aller-retour en Syrie. Le régime, malheureusement, il a vu mal ça. Pour lui, tout ce qu'on a été engagé
dans les zones libres de la Syrie, c'est des ennemis, c'est des terroristes. Donc nous étions interdits de rentrer en Syrie pendant des années. Et c'est vrai qu'on est arrivé, avant la chute du régime, à un stade où on n'imaginait pas qu'un jour on peut rentrer. Donc la libération de la Syrie, avec ce drapeau, pour nous quand même, c'est une fierté, c'est un espoir. Là, comme je vous l'avais dit, cette année-là, j'ai fait 5 allers-retours, donc j'arrive pas quand même à ne pas y aller à chaque fois que je peux y aller. Il y a toujours le cordon, mais votre vie est ici aujourd'hui. La vie ici, les enfants ils ont grandi ici, mais au moins là maintenant, on a commencé à faire l'aller-retour et je pense que on doit participer avec la nouvelle Syrie, peut-être moitié-moitié, peut-être un jour on s'installe définitivement là-bas, mais je pense que tous les Syriens doivent participer aux constructions de la nouvelle Syrie. À cette reconstruction dont le coût est établi à 216 milliards de dollars par la Banque mondiale, c'est dire que toutes les petites mains et les initiatives seront évidemment les bienvenues. Merci beaucoup Ziad Alissa, merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Restez à nos côtés, évidemment, on revient sur cet anniversaire en Syrie. Dans quelques instants, ce sera le journal, à tout de suite.